Merci beaucoup de participer à ce webinaire. C'est le deuxième de la saison et il vous est proposé dans le cadre de notre mission d'ambassadeur de la campagne régionale, de la campagne nationale en région Moins sans tabac. Il se fait en partenariat, vous le savez, avec l'ARS, Arca Sud et aussi à vos côtés également, puisque la plupart d'entre vous inscrits aujourd'hui sont des partenaires actifs de la lutte contre le tabac et de Moins sans tabac. Aujourd'hui, on va consacrer ce temps d'information à un thème qui est particulièrement d'actualité. Il est intitulé « Du tabac au marché de la nicotine, quels enjeux sanitaires, quelles stratégies marketing et quelles réponses réglementaires ?» Et pour nous en parler, on accueille Violence Cagna, qui est administratrice du Souffle 84, également secrétaire générale du CODES Vaucluse, et vous avez aussi été durant de nombreuses années directrice de l'Alliance contre le tabac. Alors, votre intervention va porter sur l'évolution ces dernières années d'un marché du tabac vers un marché de la nicotine. Et puis, on va évoquer les stratégies de l'industrie du tabac pour promouvoir toute une série de nouveaux dispositifs, notamment auprès des jeunes et des femmes. Et vous nous direz ce que peuvent faire le législateur, mais aussi les professionnels de santé et les acteurs de prévention dans ce nouveau contexte. Donc, en fait, je vous laisse la parole. Donc bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous. On va parler d'un sujet en ce début d'année qui va porter sur la thématique du tabac au marché de la nicotine, avec les enjeux sanitaires, les stratégies marketing et les réponses réglementaires. Lisbeth m'a très gentiment présentée tout à l'heure. Donc, je suis Clémence Cagna-Lardot. Ça fait un moment que je travaille dans le domaine de la santé publique et plus particulièrement sur la thématique du tabagisme. J'ai dirigé l'Alliance contre le tabac qui est devenue le réseau contre-feu de 2008 à 2019 où là, on a fait des actions un petit peu de plaidoyer, relations publiques, coordination réseau et on a beaucoup fait la promotion des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme à partir des années 2013-2015. Et puis à partir de 2019, je me suis installée en région et j'ai participé aux activités d'une association qui s'appelle le Souffle 84, qui est un membre départemental du réseau de la Fondation du Souffle et du CNMR, que vous connaissez peut-être. C'est l'équivalent pour les maladies respiratoires de la Ligue contre le cancer pour le cancer ou la Fédération française de cardio pour les maladies cardiovasculaires. Le Souffle 84, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est née en 1923 et on a tout un tas d'activités de promotion de la santé respiratoire. J'ai quitté mon poste à la fin d'année 2024 pour d'autres horizons, mais je suis toujours active dans le domaine de la santé respiratoire et de la santé publique puisque je suis secrétaire générale du CODES 84 et vice-présidente donc du Comité national contre les maladies respiratoires. Et de par mes nouvelles activités ou mes anciennes activités, je vous confirme que je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que nous allons traiter rapidement comme sujet aujourd'hui, puisqu'en 2022, à l'occasion du mois sans tabac et avec le soutien du CRES, j'avais proposé un premier webinaire sur l'évolution du marché du tabac vers un marché élargi de la nicotine. Et en fait, c'était les prémices, il y a 4 ans, et le paysage est en perpétuelle mutation. Donc du coup, on va essayer de voir ça aujourd'hui avec les tendances actuelles de consommation de tabac, la poursuite de la modification du marché du tabac et du développement d'une alternative nicotinique. On va passer en revue la panoplie des nouveaux produits qui sont proposés aux consommateurs en matière d'alternatives nicotiniques. On va parler des enjeux de santé publique posés par ces nouveaux produits. On va évoquer les réglementations au niveau européen et français. Bien entendu, les stratégies des industriels, donc les industriels du tabac, mais il n'y a pas que les industriels du tabac, il y a les industriels maintenant de la nicotine, de la vape. Et puis, je vous partagerai ma conclusion et mes recommandations. Et on poursuivra avec les questions et j'espère les réponses que je pourrai vous apporter si vous en avez.
Le tabac, c'est l'une des principales causes de décès évitables dans le monde, hein, vous le savez. Il provoque de nombreuses maladies, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires. C'est le principal facteur de risque des maladies respiratoires et de la BPCO. Et bien entendu, le tabagisme, c'est une pandémie industrielle. On l'a constaté au XXe siècle avec plus d'1 milliard de décès, notamment prématurés. En 2024, on constate, ça c'est d'après un rapport de l'OMS qui est très récent, qui est sorti en fin d'année dernière, en 2025, que le nombre de fumeurs dans le monde avait légèrement diminué. On est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,13 milliard en 2024. Donc la tendance est manifestement à la baisse. On constate toujours malheureusement 7 millions de morts prématurées dans le monde par an, dont environ, alors 750 000, les datas ne sont pas remises à jour tous les ans, mais entre 750 000 et 800 000 décès en Europe et toujours 75 000 en France. Et on constate en matière de dépenses de santé et de perte de productivité que c'est un coût pour la société mondiale d'1,8% du PIB. En termes de chiffres, ça fait 1400 milliards de dollars et ce coût comprend les dépenses médicales liées aux maladies causées par le tabac, les pertes de productivité dues aux décès prématurés et incapacité, et les effets économiques sur les familles et les systèmes de santé. Vous voyez sur cette carte qui montre la prévalence en fait des fumeurs quotidiens. La prévalence par pays, en bleu, ben, les pays où la prévalence est la plus faible, et en rosé, voire bordeaux foncé ou fuchsia peut-être, je ne suis pas très sûre de la couleur, les pays où la prévalence est la plus importante. Voilà, et on constate que les pays au niveau européen, à part les pays, on va dire, du Nord, comme la Finlande, la Norvège, la Suède, sont des pays où la prévalence reste malgré tout relativement forte. Alors, je l'avais déjà exposé lors de mon intervention en 2022, mais pour comprendre en fait les évolutions actuelles sur le marché du tabac, il faut revenir sur l'initiative visant à contrer cette épidémie industrielle. En fait, au XXe siècle, l'industrie du tabac a réussi à donner aux cigarettes l'image d'un objet de libération de la femme et de rite de passage à l'âge adulte chez les jeunes. Et donc, elle en a fait un produit particulièrement consommé auprès des jeunes, auprès des femmes et auprès des hommes. Donc, en gros, auprès de la plupart des catégories socio-professionnelles. Et dans les années 50, les recherches menées ont prouvé le lien entre cancer et consommation de tabac. Les années 60, en revanche, un certain nombre d'études ont été mises en avant et ont révélé la dangerosité des produits issus du tabac. Et ça va fédérer la société civile et de nombreux professionnels de santé autour de ce que l'on va appeler la lutte contre le tabagisme. Et en fait, dans les années 2000, donc on arrive effectivement au début du 21e siècle, il y a eu une internationalisation de la lutte contre le tabagisme sous l'égide de l'OMS. Et pour enrayer cette pandémie industrielle, eh bien, l'OMS a élaboré avec des États, avec un certain nombre d'États, un traité international de santé publique. C'est d'ailleurs le seul traité de santé publique, celui qui touche le tabac. Et qui s'appelle la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Alors, c'est un acronyme qui est un peu barbare, on dit CLAT ou CLAT. Et en anglais, vous le voyez sur le logo, c'est FCTC, Framework for Convention Tobacco Control. Il y a 180 États partis à la CLAT, à l'exception bien entendu des États-Unis qui sont sortis de tous les traités bien entendu. Et la Convention cadre couvre 90% de la population mondiale. C'est le deuxième traité onusien le plus plébiscité derrière le traité sur le climat, où il y a 189 États partis. La CLAT, c'est 183 États partis. Et le
traité a été lancé en 2005. Donc les recommandations peuvent être mises en œuvre depuis 2005. Et les États qui acceptent de faire partie, on va dire, de ce programme de lutte contre le tabagisme pour enrayer cette pandémie, s'engagent à mettre en œuvre les recommandations édictées dans les traités. Donc il y a des mesures d'information, de diminution de l'offre, de restriction de la demande et à transposer toutes ces mesures au niveau national. Alors, le but du jeu de ce traité, c'est donc de protéger les populations et surtout de diminuer les coûts humains et financiers associés à la consommation de tabac. Donc, la CLAT, c'est 38 articles qui visent, je lis, à protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée de tabac. Donc, toutes les recommandations, donc il y a 38 articles, toutes les recommandations sont basées sur des données scientifiques qui ont été élaborées par des experts et ils recommandent les meilleures pratiques. Alors, il y a donc 38 articles, donc 38 thématiques. Et là, je vous donne les plus emblématiques. Donc, information, sensibilisation, interdiction de la publicité, développement des espaces sans tabac, mise en place d'une taxation sur les produits du tabac, accompagnement des fumeurs vers l'arrêt, protection de l'environnement ou limitation de l'interférence des industriels du tabac. Et du coup, le marché du tabac a été contrarié par la mise en place d'un certain nombre de ces mesures depuis 2005 et du coup entre dans une profonde mutation. Et on observe, alors là je vous ai mis une slide, j'espère que vous voyez bien, une slide des derniers rapports 2025 sortis par l'OMS portant sur l'analyse de la mise en œuvre de la Convention cadre de lutte anti-tabac. On se rend compte que la mise en place des mesures concertées et coordonnées qui mêlent des contraintes réglementaires a entraîné une prise de conscience de la dangerosité de la consommation de tabac auprès des populations et initié un déclin progressif du tabac combustible dans un certain nombre de pays. Et on l'observe très très bien ici, puisque on voit bien que parmi la population adulte par région de l'OMS, puisque les différentes couleurs représentent des régions de l'OMS, on observe finalement une tendance à la baisse, voire une forte tendance à la baisse dans le monde. Par exemple, si vous prenez la première courbe bleu ciel qui concerne la région de l'Asie du Sud-Est, on remarque que dans les années 2000, la prévalence était aux alentours de 55. On arrive dans les années 2020, 2025, 2030, on titille les 20% et on passe sous les 20% avec ce qui est projeté d'ici 2030. Donc, la prévalence, ou si on prend la courbe rouge ou la courbe bleue qui est l'Afrique et la courbe rouge les États-Unis, on remarque que la prévalence a quasiment été diminuée par 2 en l'espace de 20-25 ans. Donc c'est quand même un phénomène assez intéressant qu'on retrouve sur ce deuxième graphique qui là montre plutôt la population générale segmentée avec les hommes et les femmes. Et on constate qu'en fait en 2000, vous aviez un homme sur 2 dans le monde qui fumait. Et finalement en 2025, on arrive à 32. Donc c'est plus qu'1 sur 3, certes c'est toujours beaucoup, mais c'est toujours une diminution. Et on voit la prévalence qui a quasiment été divisée par 3 auprès des femmes. Donc les mesures coordonnées, organisées, mises en place dans un programme de lutte contre le tabagisme global, et bien finalement fonctionnent à hauteur des États et finalement a une incidence au niveau mondial. Alors en France, qu'est-ce qu'on a en France? Et bien finalement, on observe à peu près la même diminution. Et puis une belle diminution, puisque le tabagisme et le tabagisme quotidien sont en nette baisse par rapport à 2021. Et ces baisses s'inscrivent dans une tendance initiée en 2016. Vous l'avez tous vu avec l'apparition du baromètre santé de l'OFDT de fin d'année dernière.
et ben finalement, il n'y a plus, parmi les 18-75 ans en France, 25% déclarent fumer, ils étaient 32 en 2021, et 18% déclarent quotidiennement fumer, contre 25% en 2021. C'est quand même une baisse historique de 4 millions de fumeurs quotidiens en 10 ans, donc ce qui est assez remarquable. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Eh bien, il y a eu la mise en place du premier programme national de lutte contre le tabagisme. Et finalement, on voit que la prévention, ça met du temps, mais finalement, quand on prend le temps d'observer ce que ça donne et quand on prend le temps de mettre en œuvre au fur et à mesure des mesures qui sont scientifiquement validé, eh bien, on a, on a un certain nombre de résultats. Donc en 2024, encore 11 millions de fumeurs quotidiens, mais on peut se dire que ça peut encore diminuer, puisque le tabagisme est quand même en net recul également parmi les adolescents. Avec 15,6% de fumeurs quotidiens parmi les jeunes de 17 ans, contre 25,1% 5 ans plus tôt. Et une chose qui est vraiment intéressante, c'est que finalement, parmi les 15-16 ans en 2024, on n'a plus que 3% de fumeurs par rapport à 16% en 2015. Donc on a vraiment eu une chute vertigineuse du nombre de fumeurs chez les jeunes. Donc, comme quoi, la mise en place du paquet neutre, l'augmentation de la fiscalité, même si ça n'explique pas tout, ce ne sont pas les principales raisons. Voilà, ça a une incidence, et dans un plan de mesure coordonné et global, eh bien, ça fonctionne. Alors, petite parenthèse régionale pour nous en région PACA. Malheureusement, on est à nouveau, avec le baromètre, la région qui fume le plus. On est à 20,9% de prévalence, mais il y a quand même une forte baisse par rapport aux 30 et quelques pourcents qu'on avait observés ces dernières années, et ça ne bougeait pas trop. Et ce serait probablement susceptible de diminuer dans la mesure où la Corse a aligné les prix de la taxation du tabac sur celui de la métropole. Il y avait depuis Napoléon, en fait, une distorsion de prix entre la taxation pratiquée en métropole et en Corse, où les prix étaient inférieurs à 25%. Donc, en fait, on avait une sorte de zone frontalière, zone franche aux portes de la région PACA, un petit peu comme le Luxembourg le fait avec le Grand Est, ou l'Espagne avec la région Occitanie. Mais du coup, on peut espérer qu'avec le relèvement de la taxation, les choses évoluent un petit peu dans le bon sens. Et puis, on observe effectivement une baisse de la consommation, mais il y a deux éléments qui sont assez intéressants à analyser et qui sont aussi assez positifs, c'est-à-dire que les ventes de tabac, donc la prévalence diminue, mais les ventes de tabac sont aussi en baisse. Et elles ont diminué de 24% sur la période de 2021 à 2024. Et parallèlement, on voit que il y a pas mal, les fumeurs souhaitent arrêter de fumer, et il y a vraiment une augmentation des traitements d'aide au sevrage tabagique, et c'est aussi en forte augmentation de plus de 30% sur la période 2021-2024. Donc, entre la diminution de la consommation, la diminution des ventes de tabac et l'augmentation des ventes de traitements d'aide au sevrage, voilà, on est vraiment sur une pente vertueuse. Alors, par rapport à ce qu'on disait juste au-dessus, on parlait des jeunes et le fait qu'ils s'initiaient très très peu au tabagisme, les jeunes de 15-16 ans. On observe malgré tout une augmentation du vapotage quotidien chez les 18-24 ans, et du vapotage avec nicotine. Et donc, ça expliquerait en fait un petit peu le switch. Donc, en fait, il y aurait une initiation non plus au tabagisme, mais au vapotage. Mais là, on en parlera un petit peu plus tard.
Alors, pour expliquer un petit peu cette diminution de la prévalence et expliquer comment on est passé du tabac au marché de la nicotine, je vais juste revenir un petit peu sur la particularité du marché du tabac avant 2005 et avant la mise en place des recommandations de la Convention cadre dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, avant 2005, vous aviez un nombre limité d'acteurs, ce qu'on appelle les Big Four, Big Tobacco, les quatre industriels du tabac, Japan Tobacco International, British American Tobacco, qu'on appelle BAT, PMI, Philip Morris International et Imperial. Donc en fait, le marché du tabac était dominé par un petit nombre d'industriels qui, avec une faible concurrence au niveau des prix, et le marché était principalement représenté par les cigarettes qui représentaient plus de 90% du marché. Donc peu ou pas de concurrence. Et surtout, le tabac était souvent distribué dans des réseaux identifiés avec une clientèle fidélisée. Donc, comme par exemple en France, où on a un monopole de vente de tabac qui est assuré par les buralistes. C'est la même chose dans un certain nombre de pays. Voilà. Alors, euh, hop. Voilà. Et pour concurrencer un petit peu le marché du cigarette, ben, ils ont développé d'autres produits de tabac alternatifs à moindre prix, le tabac à rouler, la chicha. Et en fait, pourquoi il y a eu ces alternatives à la cigarette? C'est qu'en fait, ben, ces produits du tabac étaient moins taxés et donc du coup pouvaient répondre à une demande des consommateurs qui souhaitaient payer leur tabac moins cher. Et puis là, à l'époque, les industriels s'appuyaient sur le marketing, le packaging, la publicité pour promouvoir leurs produits. Après 2005 et la mise en place d'un certain nombre de mesures recommandées par la Convention cadre, il y a eu une plus grande sensibilité des consommateurs au prix, puisque les taxations ont souvent fortement augmenté, avec un switch vers des produits du tabac à moindre coût, c'est ce que je vous expliquais, donc tabac roulé, cigarillos, chicha, mais aussi e-cigarettes, e-cigarettes. Et puis on a vu l'apparition progressive de nouveaux produits, tabac sans fumée, cigarettes électroniques comme alternative aux nouvelles législations. Donc, en fait, si on regarde la slide que vous avez sous les yeux, le déclin, eh ben, c'est le tabac combustible traditionnel qui décline dans de nombreux pays parce que les gens s'en détournent, ils sont bien plus, ils connaissent bien plus les méfaits du tabagisme. Et puis, il y a aussi un effet prix qui fait qu'il est beaucoup moins abordable. Il y a donc une diversification qui s'opère, donc des alternatives nicotiniques sans combustion mises en place par l'industrie du tabac elle-même, comme le snus par exemple que vous connaissez, mais également mises en place par des industriels indépendants, puisque la vape, les cigarettes électroniques n'ont pas été développées par les industriels du tabac, mais par une industrie indépendante. Et puis le point commun du tabac traditionnel et des alternatives nicotiniques, c'est bien entendu la nicotine, qui est hautement addictive, donc qui permet de conserver une clientèle fidèle et qui rend l'arrêt du tabac très difficile. Et donc du coup, cette nicotine, les alternatives nicotiniques peuvent, le cas échéant, entraîner un retour vers les produits du tabac traditionnels. Et pour vous montrer à quel point ça évolue un petit peu, juste un petit chiffre, hein, c'était l'industriel du tabac Philip Morris qui se targuait de dire que les nouvelles alternatives nicotiniques qu'il avait développées représentaient désormais 40% de ses ventes nettes. Donc en fait, il s'y retrouve absolument, il surfe sur la vague. Alors, en matière voilà, des dispositifs de délivrance de nicotine, donc c'est ce qu'on appelle les ENDS, c'est le nom en anglais. Nous, on dit système électronique de délivrance de la nicotine. On parle de SEDEN en français, SEDEN. Alors, la cigarette électronique, alors, on ne devrait pas dire cigarette électronique d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de tabac dedans, bien entendu. Soutien à l'arrêt pour certains, alternative à la cigarette pour d'autres, là où la cigarette est interdite, voire une consommation combinée.
qui n'est pas du tout recommandé. Et les cigarettes électroniques sont des produits de nouvelle génération. Il y a des multiples dispositifs qu'on va passer en revue juste après. Il y a des saveurs et des arômes à ne plus savoir comment les choisir. Et ce dispositif, en tous les cas en France et d'ailleurs dans énormément de pays, dispose d'une fiscalité réduite. Et en France, c'est un produit de consommation courante. Il n'y a pas, alors il y a la TVA à 20%, mais il n'y a pas de taxation sur les liquides dans la mesure où il n'y a pas de tabac. Enfin, ça ne contient pas de tabac et le dispositif n'est pas taxé. Où est-ce qu'on achète les cigarettes électroniques? Sur Internet, dans des boutiques dédiées. Pour information, il y a environ 3200 boutiques qui sont dédiées à la vente, enfin en tous les cas en France, pour environ 23 000 buralistes. Donc en gros, on peut dire que le marché de la vape s'est bien développé en France. Même si les ENDS ne contiennent pas de tabac, elles sont confrontées à la même réglementation que les produits du tabac, c'est-à-dire interdiction de vente aux mineurs, interdiction de publicité de parrainage depuis 2016 et l'obligation de mettre un avertissement sanitaire sur les e-liquides. Alors, comme vous le voyez ici sur ce petit graphique, et je remercie stoptabac.ch de, comment dire, je l'ai trouvé là et je l'ai trouvé plutôt bien fait. Vous avez les systèmes à tube, alors ce qu'on appelle les vape pens. Ça ressemble à un stylo ou un petit tube, et en fait, il y a un réservoir rechargeable à l'intérieur. Vous avez les e-cig pod, donc c'est ce qu'on appelle les pod device, sont des petits appareils équipés de cartouches jetables ou rechargeables avec du liquide. Vous avez sinon les systèmes à box mode. Donc, en fait, ce sont des réservoirs. Et ceux-là, ce sont les appareils les plus imposants, on va dire, et qui disposent d'une grosse batterie. Et il y a pas mal de possibilités de réglage, puissance, quantité de vapeur. Enfin bref, donc là, vous pouvez jouer aux petits chimistes. Je sais que ça plaît à pas mal de consommateurs de pouvoir gérer soi-même voilà, la quantité de vapeur ou la puissance du jet. Et puis le dernier que vous connaissez, enfin dont vous avez forcément entendu parler, c'est les systèmes à usage unique ou jetable qu'on connaît plus, enfin, ça a été vulgarisé sous la terminologie de puff. Et ça, ce sont les petits dispositifs déjà remplis de liquide qui sont prêts à l'emploi. Et une fois que la batterie ou le liquide est épuisé, eh ben, ils ne sont plus utilisables et doivent donc être jetés. Et ce sont des dispositifs qui ont été interdits début 2025 en raison de la forte attractivité sur les jeunes consommateurs et puis le délire écologique que ça produisait. Alors, certes, les mégots du tabac polluent beaucoup, mais là, on était sur un produit, c'est du plastique, il y a une batterie au lithium, il y a des métaux lourds. Enfin bref, c'était... Voilà, donc ça a été interdit, mais il faut savoir, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, que malgré l'interdiction, il y a encore un tiers des épiceries dans les grandes villes qui vendent des puffs, des sortes de puffs hybrides qui contournent la réglementation et donc du coup, elle est toujours accessible malheureusement au public. Alors, juste un petit point également. Vous avez dû entendre parler des sels de nicotine. Et en fait, les sels de nicotine, on les trouvait dans les puffs. Et c'est notamment pour ça que la Juul américaine avait été interdite dans les années 2000-2021. Et désormais, on trouve les sels de nicotine dans les pods également. Et en fait, les sels de nicotine, ça offre une absorption plus rapide et manifestement une expérience utilisateur différente de la nicotine traditionnelle. Mais on peut se poser des questions en termes de toxicité et de dépendance, surtout auprès des jeunes consommateurs non fumeurs. Et en fait, les sels de nicotine favorisent l'inhalation. Donc en fait, on inhale plus de nicotine plus facilement
sans irritation immédiate. Et en fait, d'un point de vue sanitaire, bah, leur utilisation continue de soulever des préoccupations et nécessite des recherches supplémentaires pour évaluer pleinement les effets à long terme, surtout sur les jeunes organismes. Donc ça, c'est un gros souci enfin, les acteurs de santé publique rencontrent avec ce type de dispositif. Alors, je voulais juste faire un petit focus rapide là, sur l'évolution de la tendance en France. Vous avez dû le voir également avec le baromètre santé de Santé publique France. En 2024, 7,9% des personnes âgées de 18 à 79 déclarent vapoter, 6,1% quotidiennement. Donc on remarque, tout comme la prévalence du tabac avait diminué depuis 2016, et ben là on voit que l'usage de la consommation de la vape augmente depuis 2016. Alors la vape, bien entendu, il y a un bénéfice, hein, il y a un arrêt total du tabac, mais elle soulève également des questions de santé pour lesquelles il n'y a pas à ce jour de consensus scientifique. Je suis obligée de mentionner ici l'avis du Haut Conseil de la santé publique de 2022 qui rappelle que ces dispositifs, donc les ENS, peuvent contenir des produits potentiellement toxiques et que les effets à long terme ne sont pas connus. Et la cigarette électronique pourrait également être une porte d'entrée vers le tabagisme pour les jeunes non-fumeurs. Et à ce titre, l'enquête Escapade de l'OFDT menée auprès des jeunes de 17 ans a montré l'usage quotidien de la cigarette électronique, même s'il est moins répandu que celui de la cigarette, a triplé entre 2017 et 2022. Et chez les 15-17 ans, 34,5% ont essayé une e-cigarette, alors que les 15 ans ne sont plus que 3% à fumer. Donc on voit qu'il y a effectivement une sorte de switch vers vers la vape, qu'on dit effectivement moins nocive. La nicotine n'a pas il n'y a pas la même notion de dangerosité vis-à-vis de la nicotine qui est addictive que vis-à-vis des produits du tabac. Donc du coup, ceci expliquerait peut-être cela. Alors, le tabac chauffé. Le tabac chauffé, les industriels, alors ça, c'est un produit qui a été mis en place par les industriels du tabac. Ils étaient très, très positifs et ils pensaient que ces produits allaient supplanter la cigarette classique dans les décennies à venir. Alors, effectivement, alors j'ai mis tabac chauffé 2.0 parce que ce sont des dispositifs qui sont très technologiques, ils évoluent comme les iPhones. Vous avez des générations d'iPhone, ben là vous avez des générations comment dire, de boîtes de tabac à chauffer. Bon, c'est ça plaît, ça ne plaît pas. En tous les cas, le tabac chauffé, ben, ça contient, enfin, ces dispositifs contiennent du tabac et les émanations dégagées par le tabac chauffé contiennent des éléments qui proviennent d'une pyrolyse et d'une dégradation, alors on dit thermochimique. Et finalement, ben, au final, ce sont les mêmes composés nocifs que ceux de la fumée de tabac traditionnelle. On se retrouve avec une combustion incomplète. Donc encore, la combustion de la cigarette, c'est 800-900 degrés. Et là, la combustion du tabac chauffé, c'est aux alentours de 280-320 degrés. Donc la combustion est encore plus incomplète. Alors, bien entendu, les industriels du tabac disent que c'est un produit à moindre risque. En gros, ils le comparent à la vape. Voilà, ils essayent de renormaliser le tabac avec des arguments marketing de prétendue moindre nocivité que le tabac fumé. Bon, bien entendu, il n'y a pas de confirmation scientifique et les seules confirmations scientifiques, ce sont des chercheurs payés par l'industrie du tabac qui ont fait ces recherches. Bon, alors du coup, l'industrie du tabac se positionne en partenaire de la santé publique en devenant un acteur de la réduction des risques, puisque maintenant, elle promeut un monde sans fumée. C'est comme ça qu'ils disent, un monde sans cigarette, un monde sans fumée. Voilà.
Et l'objectif, bien entendu, c'est de maintenir les fumeurs dans une forme de dépendance à la nicotine via des dispositifs moins contraints par les politiques publiques de réduction du tabagisme. Alors juste pour vous donner, vous devez connaître les noms, mais par exemple IQOS, c'est le produit phare de Philip Morris. IQOS, ça veut dire I quit ordinary smoking. Et en fait, il y a des sticks de tabac qu'on appelle les HEETS qui sont chauffés. Et du coup, il y a une combustion très, 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 très réduite. Sinon, vous avez la Glo de British American Tobacco et puis la Plume de Japan Tobacco International. Voilà. Alors, la consommation de tabac chauffé, en tous les cas, elle est à des niveaux relativement faibles dans l'Union européenne, aux alentours de 2%. Il y a une prévalence qui est plus importante, a priori au Portugal, à Chypre et en Lituanie, probablement en raison de y avoir une porosité avec des industriels du tabac. C'est pour expliquer cela. Alors la prévalence belge, ils sont allés chercher la prévalence belge, elle est estimée à 1%, tandis que la France, la Suède, la Finlande, Malte et le Danemark ont des consommations résiduelles arrondies à 0%. Donc voilà, c'est une pratique qui n'est pas trop développée, dans la mesure où la fiscalité du tabac chauffé se rapproche de celle, malgré tout, de celle des cigarettes. Alors, une autre alternative d'approvisionnement, celle-là, on les appelle les push. Il y a une explosion de l'engouement vers les sachets de nicotine. Alors, les ZYN, les vélos, les Nordic Spirit, les Kila, les Noat. Donc là, il y a des produits des industriels du tabac, puis il y a des industriels indépendants. Ce sont des sachets de taille standardisée qui contiennent de la nicotine et ils sont similaires à ce qu'on appelle le snus. Le snus, il y a de la nicotine et il y a du tabac. Et le mode de consommation, c'est qu'on place ce petit sachet entre la gencive et la lèvre et on laisse diffuser un certain nombre un certain temps, on va dire, il y a la nicotine qui se diffuse. Sont souvent, alors ces alternatives d'approvisionnement, elles sont souvent présentées comme des produits, enfin ces sachets de nicotine sont présentés comme des produits sans tabac que l'on peut utiliser partout. Évidemment, c'est un mode de consommation assez discret. Et le marché français, il y a des consommateurs, hein. On a observé en 2024 une augmentation du chiffre d'affaires, enfin des ventes de plus 15,7%. Et on a observé plus 50% de ventes de push en 2024. Alors une vente qui s'essouffle puisque les menaces de l'interdiction, hein, je dis menaces, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure parce que c'est pas encore tout à fait acté, mais ont fait qu'il y a quand même une diminution des ventes actuelles dans la mesure où l'interdiction devrait survenir à partir du 1er avril de cette année. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu plus... Vous avez dû en entendre parler, mais c'est peut-être un petit peu plus confidentiel dans la mesure où ce sont des produits de la nicotine, des nouveaux produits nicotiniques qu'on ne trouve pas dans les bureaux de tabac, qui se trouvent principalement en ligne et qui ont été développés par les industriels du tabac pour contourner les réglementations qui se mettent en place au fur et à mesure. Et là, vous avez cette fameuse thématique qu'on appelle la nicotine de synthèse ou nicotine-like. Donc en fait, on appelle ça des analogues de la nicotine et les industriels les ont étudiés dans les années 70 en prévision d'éventuelles limitations du taux de nicotine dans les produits du tabac traditionnels. Et en fait, il y a deux principaux analogues qui se distinguent parce qu'on les retrouve et il y a un certain nombre d'industries, enfin de marques qui vendent ces produits-là. La 6-méthylnicotine, qui est chimiquement proche de la nicotine, elle provoque des effets similaires. Manifestement, elle serait plus addictive et plus toxique à dose équivalente. Et en fait, elle commercialise des produits qui en contiennent. Et il y a des noms commerciaux, méthanine ou nonic 6. Donc là, on commence à rentrer dans le développement de molécules et
voilà, les avancées en matière de chimie. Et vous avez le deuxième analogue qui est le nicotinamide. Donc, c'est une vitamine B3 qui est utilisée en complément alimentaire ou en médecine. Alors, il n'y a pas d'activateur pour les récepteurs cérébraux associés à l'addiction et ça ne provoque pas d'euphorie. Mais les fabricants, en fait, le mettent en avant, suggérant qu'il aurait des effets similaires à la nicotine, alors qu'aucune donnée scientifique ne confirme ces affirmations. Et en fait, les fabricants ont recours à cette substance pour proposer des dispositifs qui se revendiquent comme sans nicotine, sans tabac, tout en mettant en avant une sensation équivalente à celle procurée par des taux élevés de nicotine. Qu'en fait, on va avoir des mentions comme 0 mg, par exemple, effet nicotine à 5%, qui vont figurer sur les emballages de certains produits. Donc ça, je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble le packaging de ce type de produit. Mais en fait, ces évolutions-là et ce développement, on va dire, de substituts à la nicotine, en fait, ces substances, elles ne sont pas explicitement couvertes par les textes actuels sur les produits du vapotage et donc elles vont échapper aux obligations en matière d'étiquetage, d'avertissement sanitaire, de limitation des concentrations ou encore d'interdiction de la publicité. Et malheureusement, ce sont des produits qu'on trouve énormément sur les réseaux sociaux. Et en l'absence de cadre juridique, on ne sait pas trop comment on pourra encadrer l'émergence de nouvelles substances psychoactives dans les produits du vapotage. Donc, ça pose de sacrées questions. Alors, on ne peut plus à l'heure actuelle parler de marché du tabac. Les industriels du tabac, ils ont opéré une mutation stratégique majeure. Hein. Ils ne vendent plus seulement des cigarettes, mais une gamme complète de produits délivrant de la nicotine. Et en fait, cette diversification, on l'a vu avec les analogues de nicotine, permet à l'industrie de contourner certaines régulations et de toucher de nouveaux publics par de nouveaux biais, c'est-à-dire plus par le biais d'un commerce physique, mais par les ventes en ligne ou les réseaux sociaux, et donc de maintenir la dépendance à la nicotine. Alors, ce qu'il faut quand même garder bien en tête, c'est que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France et que le tabac est quand même, c'est vendu, 60% des produits du tabac et de la nicotine, c'est du tabac. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Les cigarettes électroniques soulèvent de nombreuses questions de santé pour lesquelles il n'y a pas à ce jour de consensus scientifique. Et j'aimerais vous lire l'alerte de l'OMS à l'occasion de la 11e conférence des parties de la fameuse CLAT, donc ce traité international de lutte contre le tabac, et c'était en novembre 2025. Et l'OMS a fait un rappel clair, c'est-à-dire que tous les produits nicotiniques présentent des risques et il précise aucun produit du tabac, de la nicotine ou dérivé ne peut être considéré comme sûr pour la santé, qu'il s'agisse des cigarettes électroniques, des dispositifs de tabac chauffé, des sachets de nicotine ou des formes traditionnelles de tabac oral et fumé. Tous exposent leurs utilisateurs à des risques, notamment à une forte dépendance nicotinique, et peuvent entraîner des dommages dont l'ampleur réelle nécessite des années pour être pleinement mesurée. Alors, quelle réglementation en Europe? Justement, pour encadrer un petit peu tous ces produits dont on a parlé tout à l'heure. L'Union européenne est l'une des parties de la CLAT. La France a signé et ratifié en 2004. L'Union européenne a signé et ratifié le traité un petit peu plus tard, mais elle l'a signé. Et les recommandations de l'Union européenne se basent donc sur les recommandations des différents articles de la Convention CADA. Et la fameuse directive européenne dont je vais vous parler là, la 2014-40 UE, alors pourquoi 2014? 2014, c'est l'année où elle a été elle a été actée, et on l'appelle la Tobacco Product Directive. Donc ça couvre la fabrication, la présentation et la commercialisation des produits du tabac et des produits associés. Et ça s'applique dans tous les États membres depuis le 20 mai 2016. Et la fameuse TPD, elle a constitué une avancée majeure parce que
elle a recommandé aux États membres de mettre en place des avertissements sanitaires obligatoires, donc graphiques notamment. Elle a interdit les arômes caractérisants. Donc, par exemple, les arômes caractérisants, c'était notamment les arômes pour les cigarettes, en dehors du menthol. Elle recommandait l'encadrement de la teneur en nicotine dans les e-liquides, donc 20 mg maximum par flacon. Elle a soutenu l'interdiction de la publicité transfrontalière et elle recommandait l'interdiction d'ajouter certaines substances comme additifs. Donc, on voit bien que la directive européenne, elle vise à protéger la santé des Européens et à harmoniser également le marché intérieur de l'Union. Alors, le seul problème, c'est que cette directive, elle a été promulguée avant l'arrivée sur le marché des nombreux produits aujourd'hui très plébiscités par les consommateurs, donc les nouveaux produits à base de nicotine. Et donc, la révision de la directive européenne se profile d'ici 2028 pour une adoption en 2029. Donc, mais le calendrier n'est toujours pas fixé. Il y a un très fort lobbying à Bruxelles pour éviter notamment que des thématiques comme le bannissement des arômes des e-cigarettes figurent dans la future directive. Et ça, c'est l'ambition de 12 ministres de la Santé de l'Union européenne qui essayent de mettre cette mesure dans le texte. Donc, il va y avoir des batailles de plaidoyer. Il y en a à l'heure actuelle et ça ne va sûrement pas s'arrêter d'ici 2028. En termes de règlement française, on parle souvent de la France, on est souvent cité en exemple comme un pionnier de la lutte contre le tabagisme grâce à la loi E20, mais tout n'a pas démarré avec la loi E20, ça a démarré avec la loi Veil en 1976 et les prémices de l'interdiction de la publicité. Donc elle a posé les bases, c'est-à-dire qu'il était interdit de faire de la publicité à la radio et à la télévision en faveur du tabac. Ça s'est limité à ça, mais c'était déjà pas mal. Et il y a eu une interdiction du sponsoring sportif des industriels du tabac. 15 ans plus tard, on a eu la loi E20 où là, cette loi elle a posé un principe clair, le tabac n'est pas un produit comme un autre et la publicité en faveur du tabac est fortement restreinte. On interdit la publicité directe, indirecte, la promotion, le parrainage, le sponsoring. Afin notamment de protéger les mineurs. Et effectivement, cette interdiction de la publicité, c'était déjà un vecteur de moins pour promouvoir les produits du tabac auprès des populations cibles. Alors, ces dernières années, la France a renforcé son arsenal réglementaire. Cela, ça datait un petit peu depuis 91. On a eu une ordonnance de 2016 qui a mis en place l'interdiction de la publicité pour les produits du vapotage. Donc, en fait, les cigarettes électroniques sont soumises à une réglementation quasiment aussi stricte que celle qui concerne la cigarette classique. Donc, on interdit la publicité, on interdit le parrainage, enfin voilà. Donc, la VAP est concernée par ces mesures de protection, notamment des publics cibles. Alors, il y a une mesure intéressante, une loi notamment, qui a œuvré pour encadrer les influenceurs. Ça existe depuis 2023 et ça se rattache à l'interdiction générale de la publicité pour les produits du tabac prévue par la loi E20. Et la loi influenceur vient renforcer sa portée en l'adaptant au numérique et aux réseaux sociaux. Et en fait, la publicité pour les produits du tabac, alors, et de la nicotine est strictement interdite. Ça s'applique à tous les supports, y compris les réseaux sociaux et aux influenceurs, même si ces acteurs ne sont pas explicitement mentionnés dans les lois plus anciennes. Et donc, en droit français, on a une définition juridique qui est arrivée donc en 2023 de l'activité d'influence commerciale. Et ça encadre la pratique du marketing d'influence en ligne, les posts, les vidéos, les stories. Et la promotion via les influenceurs en ligne de produits contenant de la nicotine, y compris cigarettes électroniques et sachets de nicotine, est explicitement interdite
en France. Donc les influenceurs peuvent pas faire eux-mêmes ou via des partenariats du contenu vantant des produits nicotinés, faire des concours, de faire de la promotion, de soutenir des publications qui valorisent les marques. Enfin voilà. Donc il y a un cadre qui a quand même été assez strict. Je vous en parlais tout à l'heure, on a eu l'interdiction des puffs jetables, donc ça concerne les appareils à usage unique, même si leur batterie est rechargeable. Et malheureusement, plusieurs marques ont réussi à contourner le dispositif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont introduit sur le marché des dispositifs combinant des éléments des cigarettes électroniques traditionnelles et des produits à usage unique. Donc on se retrouve avec un format hybride qui va durer un petit peu plus longtemps et sera jeté un petit peu plus longtemps. Et donc, du coup, ça suffit pour que la puff ne rentre pas dans le champ de l'interdiction. Et puis, nous avons l'interdiction des sachets de nicotine non médicaux. Donc ça, c'est un signal fort, parce que ces produits sont très attractifs pour les jeunes et puis ça présente un risque majeur de dépendance. Mais la mise en œuvre et le contrôle restent des défis. Et si c'est un signal fort, malheureusement, au mois de décembre, il y a eu la censure du Conseil d'État. Alors manifestement, ça ne remettrait pas en cause l'interdiction au 1er avril 2026, mais il va falloir prendre en compte ce que demande le Conseil d'État qui avait été saisi sur le sujet. Alors là, je vous montre, puisque les pushs ont conquis 5 à 10% du marché de la nicotine français en 2024. Je vous montre le site donc, de Vélo, qui est, comment dire, qui est une marque d'un des industriels du tabac, qui se prépare à l'interdiction des sachets de nicotine et qui demande vivement à ses consommateurs de commander rapidement sur le site avant la fermeture du site et l'interdiction qui devrait survenir le 1er avril prochain. Alors, très, très rapidement, parce que les limites actuelles du cadre européen et français, on l'a évoqué, c'est que le problème, c'est que l'industrie, elle a évolué beaucoup plus vite que la réglementation. Et puis, il y a certains produits nicotiniques qui échappent au cadre européen. Et il y a des zones grises qui sont exploitées par les industriels pour développer de nouveaux marchés et les promouvoir auprès des jeunes. Donc du coup, on a des produits qui sont insuffisamment couverts, comme les sachets de nicotine ou les produits hybrides, et ça soulève des enjeux de santé publique encore mal évalués, et notamment le fait que le potentiel addictif et l'absence de données à moyen et à long terme est assez problématique. On a vu ces histoires de contournement, c'est-à-dire il y a certains produits qui se positionnent juste en dehors du périmètre juridique tout en restant très actifs et utilisés de fait comme une alternative au tabac. Bon, il y a les retards dans la révision de la directive à cause des pressions et du lobbying industriel. Et puis, la France et l'Europe doivent s'inspirer de la position sans équivoque de l'OMS. Tous les produits du tabac, de la nicotine et associés doivent être strictement réglementés, qu'ils soient anciens ou émergents, et aucun produit ne doit bénéficier d'un traitement plus favorable sous prétexte de réduction des risques. Et puis, on a bien vu que les industriels, ils étaient très, très forts pour détourner l'esprit de la réglementation en jouant sur les zones grises que laissait la réglementation. Il faut essayer de lutter contre les failles de la régulation, justement. Alors, on va passer très rapidement sur le marketing agressif des industriels, puisque l'industrie du tabac, elle avait un problème structurel jusqu'à maintenant, c'est que ses clients avaient une durée de vie limitée. Il fallait sans cesse qu'ils renouvellent en fait sa clientèle. Et donc, elle poursuit cet objectif, donc recruter de nouveaux consommateurs. Alors, les principales cibles à l'heure actuelle, c'est les jeunes et les femmes,
parce que les jeunes, bah, c'est l'avenir de son business. Et puis les femmes, vous avez vu la prévalence mondiale qui a diminué à 5,3%. Eh ben, il y a un potentiel de consommation au niveau de ce segment qui est très, 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 très important. Euh, alors aujourd'hui, comment elle fait ce recrutement? Bah, ça passe par les jeunes et puis aussi par des produits présentés comme innovants, clean et moins dangereux. Donc en fait, le narratif, c'est la réduction de risque, hein, produit à risque potentiellement réduit, puisque la plupart n'ont pas de tabac. Et quand il y a du tabac, on nous dit que la combustion est réduite. Les industriels parlent de produits innovants, de dispositifs modernes. La plupart, vous avez des grosses, on appelle les smart vapes, qui sont connectées avec des applications. Enfin, c'est des choses, vous avez l'impression d'être avec l'iPod dernier cri. C'est vraiment bien fait. Il y a aussi la notion durable, écologique, c'est-à-dire que, par exemple, les sachets de nicotine, c'est éco-responsable, durable, biodégradable. Il n'y a plus de mégots, par exemple, donc là, il n'y a plus de pollution. Voilà, on est vraiment dans le développement durable. On parle à une cible qui est très sensible à ces arguments de développement durable. Et puis, il y a aussi la banalisation de l'usage de la nicotine. Le monde du tabac fait place à un monde sans fumée. Et monde sans fumée, ben, ça fait moins peur, hein. Ça normalise les produits. Euh, voilà, c'est moins dangereux. Et puis comme ça, un produit addictif et un objet de consommation ordinaire, bah, c'est pareil. Alors là, c'est un exemple de marketing vert, en fait. Pour séduire les consommateurs, en fait, ils parlent de biodégradable, sans microplastique. C'est plus doux au goût que les produits concurrents. Bon, voilà, c'est tout un vocable, mais qui plaît manifestement beaucoup aux consommateurs. Alors, les industriels ont repris, alors historiquement, hein, la Formule 1, les sports mécaniques et l'industrie du tabac, c'est une histoire ancienne. Mais le partenariat industrie du tabac Formule 1 repart de plus belle, en fait. Les industriels utilisent la F1, bah, en fait, ils associent leur marque à des activités de responsabilité sociale des entreprises portant un projet philanthropique positif. Et là, bah, vous voyez, Zine et Vélo. Donc, Vélo fait un partenariat avec, donc de British American Tobacco fait un partenariat avec McLaren et Zine de Philip Morris fait un partenariat avec Ferrari. Euh, voilà, c'est pour restaurer son image, détourner l'attention des préjudices qu'elle continue de causer. Et le sport mécanique, bah, c'est 40 qui a environ 450 millions de téléspectateurs dans le monde, donc par année, et il y a une popularité auprès des jeunes et du public féminin qui est assez important. Donc là, c'est vraiment pour redonner son image, redorer son image. Euh, et voilà, et ça passe, et ce sera présent sur les circuits en 2026. Alors, autre chose en matière de stratégie, alors on les connaît, elles ne sont pas nouvelles, hein, elles ont été documentées depuis des décennies pour le tabac. Ce qui est nouveau, c'est le vecteur, donc les réseaux sociaux qui permettent un ciblage extrêmement fin, souvent en dehors de tout cadre légal. Et puis le contournement de la réglementation est tellement plus facile. On peut faire des promotions, des concours, du parrainage, enfin bref. Tout ça, c'est très discret sur les réseaux, on peut effacer les messages, et puis on passe par le biais de petits influenceurs, et comme ça, l'industrie du tabac, enfin, personne n'y voit que du feu. Donc, en matière de stratégie, à côté, on va dire, du marketing digital massif que je vais évoquer juste après, il y a l'innovation aussi en matière d'arômes qui est très, 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 très important, hein. Il y a plus de 1600 arômes qui sont proposés aux consommateurs. C'est quelque chose de fou. Il y a tout ce qui est le design aussi, le packaging coloré et ludique qui plaît beaucoup aux jeunes. L'investissement dans le marché du cannabis aussi thérapeutique, ça c'est pour changer aussi un petit peu de braquet et se diversifier. Et puis comme on l'évoquait, l'utilisation des réseaux sociaux, des influenceurs.
Voilà, Snapchat, TikTok, Instagram, ça y va. Alors en matière d'arôme, hein, là je vous ai mis une sorte de roue avec les liquides, hein. Non, c'est quelque chose et tout, là. Coffee, tea, alcool, épices, candy, dessert. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les saveurs fruitées, c'est 60% des e-liquides qui sont consommés. Et bien entendu, pour diminuer l'attractivité des produits nicotiniques auprès des publics jeunes, et donc du coup qui ne vont pas se servir de ces produits pour arrêter de fumer, bah, évidemment, supprimer les arômes et laisser le goût tabac ou le goût éventuellement menthol. Voilà, ça peut être une solution. Euh, bon, alors, il y a des centaines de marques, hein, des modèles. Enfin, on en trouve partout. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur les e-liquides non plus, parce qu'ils ne contiennent pas de tabac. Euh, voilà, donc non, les arômes, c'est quelque chose de complètement démentiel. Et puis là, les conditionnements attractifs trompeurs, je vous parlais tout à l'heure des analogues de nicotine, et ben voilà un petit peu ces produits-là qui mentionnent du zéro nicotine, zéro tabac, smoke, enfin bref. Voilà un petit peu le type de conditionnement et de marketing qu'on peut trouver. Donc il y a vraiment une stratégie marketing agressive et qui vise particulièrement les jeunes. Donc là, vous avez des conditionnements attractifs, saveurs fruitées, sucrées, bananes, myrtilles et crème, tarte aux pommes, mangue et bourbon. Voilà. Tout ça est ajouté au produit et il y a des allégations trompeuses bah, qui laissent croire que ces produits seraient sans risque parce qu'ils sont sans nicotine ni tabac. Et ça, c'est apposé et diffusé dans la communication des marques. C'est redoutable. Et puis le marketing digital, le bon filon. Alors on parlait, vous savez, de la loi des influenceurs, elle était pas mal cette loi-là, franchement. Il y avait quand même, enfin ça avait l'air d'être carré, ça avait l'air de fonctionner. Et ben non, ben, l'Alliance contre le tabac a fait une étude l'année dernière. Et ben voilà, il y a environ 230 influenceurs qui sont mobilisés par les cigarettiers, en tous les cas au niveau du public français. Et donc, ben, les promotions continuent d'exister. Alors, ils sont allés voir sur Instagram, qui est le réseau social, donc 80% de la génération Z. La génération Z, c'est les enfants nés entre 95 et 2012, donc qui est utilisatrice. Et en gros, bah, des millions de jeunes sont exposés à des messages pro-nicotine. Vous voyez là, par exemple, jeu concours, gagner une console. Vous voyez le petit truc violet tenu par le monsieur barbu, là, bah, c'est Vélo, c'est la fameuse marque de l'industriel, c'est les sachets de nicotine des industriels du tabac. Et puis après, vous avez un jeu concours. Enfin bref, ça a l'air très très familial, formidable. Tout le monde a l'air de s'amuser follement. Enfin bref, c'est du lifestyle, quoi, hein. C'est vraiment, on renormalise en fait, hein. Il y a eu des décennies de dénormalisation du tabac, et puis là, on voit réapparaître des gestes, des objets, des codes sociaux liés au fait que c'est tout à fait normal de consommer de la nicotine. Alors, en conclusion, j'espère que j'ai pas été trop trop longue, ça fait une heure, oui, une petite heure à peu près. On a bien vu qu'il y avait une évolution des pratiques de consommation et d'achat. Oh, je lis très mal ma phrase là. Bref, enfin, évolution des pratiques de consommation et d'achat et surtout mise en avant par les industriels du tabac. La réglementation progresse, mais doit se donner les moyens d'anticiper les manœuvres de contournement et anticiper aussi la création ou le développement de produits. Protéger les jeunes du tabagisme, ça doit rester la priorité absolue en vertu des objectifs de déploiement des générations sans tabac. Donc 2032 en France, 2040 en Europe, on dit Free Europe pour 2040. Mais protéger les jeunes du tabagisme, c'est aussi les protéger ben voilà, des risques liés à une
une ingestion de nicotine, surtout s'ils sont non-fumeurs. Et puis, pour rester efficaces, les politiques de lutte contre les stratégies des industriels, elles doivent évoluer vers une approche plus systémique, renforcer la capacité de veille réglementaire, anticiper les nouvelles pratiques commerciales, mieux encadrer les formulations émergentes, et puis s'assurer que les objectifs de santé publique priment sur les intérêts économiques d'un secteur en constante mutation et dont l'objectif principal n'est absolument pas la santé publique. Et puis, en matière de recommandations, je pense qu'il faut absolument que l'Union européenne se donne une directive européenne ambitieuse, conformément aux recommandations de l'OMS et de la CLAT. Il faut des contrôles et des sanctions envers la publicité en faveur des nouveaux produits. Il faut une application stricte de l'article 5.3. Alors, cet article de la Convention 4, je ne l'ai pas évoqué, mais ce sont des mesures visant à lutter contre l'ingérence de l'industrie du tabac. C'est-à-dire, c'est un commerçant qui a des objectifs, il n'est pas philanthrope. Et donc, voilà, il faut remettre l'industrie à sa place, elle n'a pas à s'occuper de santé publique. Et puis, il faut donner les moyens de pouvoir faire des contrôles effectifs, notamment concernant par exemple les puffs, vérifier et contrôler que les dispositifs interdits ne soient pas accessibles aux plus jeunes. Merci pour votre remarque, puis d'avoir vérifié. Oui, en effet, c'est atterrant. Alors, une chose qu'il y a de bien, c'est que là, l'interdiction, enfin, pour l'interdiction des sachets de nicotine, hein, elle arrive quand même relativement rapidement, mais ça fait un moment, hein. Les Nicopush, ça fait un moment qu'on les voit tourner. Ça fait depuis que j'ai fait le précédent webinaire, hein, c'est arrivé petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, le snus est interdit en France, hein. Il est uniquement autorisé dans les pays Suède, Danemark et Norvège, mais il contient du tabac. Et c'est vrai qu'en matière de, on va dire, réduction de risque, vous avez 5% de prévalence de tabac là-bas. Mais vous avez 15% de prévalence des jeunes en matière de vape. Et donc, je ne crois pas que ce soit le modèle qu'il faudrait que nous adoptions, en tous les cas, chez nous. Mais l'interdiction, j'ose espérer que le Conseil d'État va confirmer l'interdiction. Là, je suis juste restée sur cette mesure du 22 décembre, mais j'ose espérer que ça va être interdit. En fait, on se retrouve confronté à un choix qui a été fait, ou qui n'a pas été fait, hein. C'est-à-dire la cigarette électronique, c'est quelque chose, enfin la vape, c'est quelque chose qui a émergé dans les années 2000. Et en fait, les autorités sanitaires, pour avoir travaillé avec elles à partir de 2008, n'ont pas pris la décision. En fait, on est resté sur, on n'a pas voulu en faire un produit du tabac. Il y a des pays, hein, qui ont fait de la vape un produit du tabac. Donc, en gros, même sanction pour la vape que vis-à-vis des produits du tabac. C'est notamment ce qu'ils ont fait dans tous les pays en voie de développement. Ils ont déjà des soucis avec le tabac, ils ne voulaient pas s'encombrer avec la vape. Et puis, il y a d'autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont dit la vape, c'est un médicament. Et effectivement, c'est utilisé comme un médicament. Et donc, du coup, cette histoire d'arrêt du tabac grâce à la vape, on se poserait peut-être moins la question ou de façon différente et on l'aurait étayé de manière différente. Donc, nous, on se retrouve avec un produit, on va dire, de consommation courante. Et finalement, qu'on va être obligé de réglementer, vous voyez, finalement, la publicité, on l'applique comme le produit du tabac. Et pourtant, on sait que ça peut aider les fumeurs à arrêter. Alors, ensuite, vous avez le discours de santé publique qui est de dire attention, il n'y a pas de consensus scientifique ou autre. Et puis, il y a votre pratique, votre
patient ce qu'il attend et ce qui est le mieux pour lui pour arrêter de fumer. Et si Tout à pour fait. arrêter de fumer, il faut qu'il se mette 3 patchs et qu'il vapote toute la journée, et ben ça, c'est vous le professionnel. Enfin, voilà. Donc, J'entends bien. ne culpabilisez surtout pas. Le but du jeu, c'est que les gens arrêtent de fumer et s'y retrouvent le mieux possible. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens. J'ai une collègue qui travaille avec nous, qui est tabaco, qui disait, bah voilà, il y a des gens qui viennent me voir bah, pour se sevrer finalement de leur addiction à la cigarette électronique également. Donc, rien n'est parfait en effet, mais sur la vape, on commence à avoir un petit peu de recul. On sait que les arômes, ça peut être très, très aidant. On sait que vis-à-vis des jeunes, bah voilà, c'est pas bon du tout. Il faudrait les supprimer. On va voir ce que vont dire les autorités sanitaires et les parties à la convention cadre, justement, ou dans le cadre de la Tobacco Product Directive. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais il y a des produits, en effet, qui sont, là, je pense, vous voyez, les analogues de nicotine, là, bon, c'est dramatique. Et puis là, n'importe qui tombe dans le panneau, les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens. Je veux dire, il y a un moment, bon, c'est... euh, donc, il faut réglementer en effet, il faut être conscient qu'il y a tous ces produits qui existent. La vape doit être un outil. Euh, mais après, il y a aussi une utilisation personnelle. Les gens sont majeurs, l'industrie le dit, hein, les gens sont majeurs. Voilà, donc Je comprends. il faut. J'ai pas forcément Non, je de comprends, il réponse faut toute faite, mesurer mais selon l'individu, oui. voilà, c'est ça, c'est ça. Et je sais pas s'il y a d'autres praticiens comme vous qui veulent peut-être partager leur expérience ou peut-être compléter ce que je viens d'évoquer. Il a été démontré que les bienfaits, on va dire, les bienfaits du vapotage par rapport au tabagisme s'effectuent si vous ne vapotez pas en même temps que fumer. Le fait de fumer, vous continuez d'avoir les goudrons, la combustion, la fumée passive. Si vous vapotez à côté, certes, vous aurez les bénéfices par rapport au tabac de la cigarette électronique, mais vous aurez votre apport de nicotine. Mais du coup, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Donc, très souvent, on va dire, le vapo-fumeur vapote là où il est interdit de fumer, voilà, et puis fume là où il peut fumer. Donc, c'est une alternative là de consommation, tout simplement. Et ça, il y a un certain nombre de papiers, la Société française de tabacologie, l'Alliance contre le tabac, qui ont fait des avis sur les cigarettes électroniques avec justement là où il n'y avait pas de consensus scientifique, donc ça c'est clairement dit, mais là où il y en a, c'est-à-dire euh, le fait de vapoter sans fumer pour bénéficier, on va dire, des bienfaits de l'absence de combustion. Les avis sur les traitements de substitution, bah, disons, ce sont ceux qui sont documentés, on va dire, les apports médicamenteux. Très souvent, c'est ce qu'il faut utiliser, enfin, on va dire, ce sont les professionnels de la tabacologie qui les utilisent en première intention pour aider les fumeurs. Donc, moi, j'y suis tout à fait favorable en tous les cas. Après, le patch combiné à la vapoteuse, si ça peut aider le fumeur, je, alors, je ne suis pas médecin, hein, donc voilà, ni tabacologue, mais en tous les cas, ce sont des process et des mécanismes qui peuvent être utilisés avec les patients.
c'est vrai que c'est difficile à l'échelle, on va dire, individuelle de se dire comment on peut faire. Moi, je pense qu'il y a des associations, on va dire, qui font vraiment du très très bon travail. Il y a l'Alliance contre le tabac, là, qui est devenue Contre-Feu, mais il y a le Comité national contre le tabagisme, il y a une association dont je vous recommande les publications Génération sans tabac aussi. Ils font de très très bonnes publications et d'informations justement sur toute la réalité liée au marketing et par rapport à la prévention, notamment vis-à-vis des jeunes. Alors, on parle des réseaux sociaux souvent de façon générale en disant, oh bah là, les réseaux sociaux, c'est compliqué, ils sont sur leur téléphone. Alors oui, ils sont sur leur téléphone, ce qui fait que c'est notamment l'une des raisons pour laquelle il y a moins le geste de fumer parce qu'ils sont les deux mains sur leur téléphone. Donc, je pense qu'il y a signe gestuel qui commence à se perdre un petit peu. Mais finalement, ils la retrouvent avec le sachet de nicotine. Ça correspond tout à fait finalement au nouveau consommateur d'aujourd'hui qui a plus sa main disponible et qui, du coup, va mettre le sachet de nicotine et qui va continuer de sapoter sur son... Donc, finalement, l'industrie du tabac est tout à fait en phase avec le jeune de maintenant. Et les messages comment dire, tout comme auparavant, on essayait de sensibiliser de la manipulation de l'industrie du tabac vis-à-vis des produits du tabac, en essayant de rappeler la dangerosité, en essayant de rappeler le fait que finalement, fumer, c'était pas un choix, on était addict. Finalement, la nicotine, c'est exactement la même chose. Il y a une histoire d'addiction derrière et c'est probablement par ce biais qu'on peut faire réagir les jeunes en disant qu'ils perdent leur liberté comment dire, s'accoutumant à ces produits. Mais effectivement, la réglementation, elle a du mal à se... Enfin, c'est difficile. Vous voyez, même des produits, on les découvre là. Donc, et les jeunes sont au courant avant nous. Donc, voilà, va falloir se mettre en phase un petit peu et peut-être modifier les messages de prévention aussi par rapport au type de produit. C'est là où il faut qu'on travaille avec les associations qui connaissent vraiment la thématique du marketing digital, marketing social.